Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur la plateforme Mes réponses sur la fertilité et à la Société européenne de fertilité. Je suis Stéphanie Tout-le-Monde, je suis coach en fertilité, je propose un accompagnement émotionnel des protocoles PMA et je vais être votre hôte pour ce soir. Alors avant de présenter le sujet qu'on va aborder aujourd'hui et nos intervenants, je voudrais juste expliquer très rapidement en quoi consiste la plateforme Mes réponses sur la fertilité et surtout la Société européenne de fertilité. Alors, la Société européenne de fertilité, c'est une société qui a pour mission de soutenir, de sensibiliser et d'éduquer les patients, les futurs parents qui sont en protocole de PMA et de fertilité afin de leur donner le plus d'informations possible pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Et c'est pour ça qu'on organise donc les webinaires Mes réponses sur la fertilité, auxquels nous invitons les meilleurs experts en termes de fertilité pour pouvoir justement vous donner cette information et toutes ces réponses. Donc ce soir, nous allons parler du sujet passionnant de l'épigénétique dans le cadre d'un don d'ovocytes. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir deux experts invités, une fois n'est pas coutume. Donc nous avons Dounia Zahri Bendani, qui est coordinatrice des donneuses d'ovocytes dans la clinique espagnole UR voulant dire unité de reproduction en espagnol, et le docteur Garcia España, qui est directeur médical de cette même clinique. Donc merci et bienvenue à tous les deux. Merci Stéphanie. Ce que je vous propose, c'est que Dounia va faire la présentation en français sur l'épigénétique et le don d'ovocytes. Et à la suite de cette présentation, on va faire une séance de questions-réponses auxquelles vont participer Dounia et le docteur Garcia España, avec peut-être un petit peu de traduction français-espagnol. Très bien. Si c'est nécessaire. Je voulais juste rajouter que du coup, au cours de la présentation de Dounia, n'hésitez pas à écrire toutes vos questions dans le chat qui est en bas à droite de votre écran, parce que nous prendrons à la fin de la présentation le temps nécessaire pour répondre à toutes vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, autant à Dounia qu'au docteur Garcia España, pour que vous repartiez avec le plus de réponses possibles et avec une vision la plus claire possible de ce sujet tellement important de l'épigénétique dans le don d'ovocytes. Donc je vais laisser la parole à Dounia Zahri Bendani. Je vais éteindre mon micro et ma caméra, mais je suis là derrière si jamais il y a la moindre question ou le moindre doute. Merci. À tout à l'heure. Merci Stéphanie. Voilà, alors bonsoir tout le monde. Je suis Dounia Zahri Bendani. Comme vient de me présenter Stéphanie, je travaille pour le groupe UR international. Donc nous avons plusieurs cliniques de reproduction en Espagne et ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet très important pour toutes les futures mamans qui envisagent de passer par un don d'ovocytes. Et c'est l'importance de l'épigénétique dans ce processus. Alors, c'est un sujet fascinant qui vous aidera à mieux comprendre comment, même dans le cadre d'un don d'ovocytes, vous pouvez avoir une influence biologique directe sur votre futur bébé. Après cette présentation, je serai accompagnée du docteur José Félix García España, qui est gynécologue dans l'une de nos cliniques du groupe UR et qui sera disponible à vous répondre à toutes vos questions. Et je serai aussi ravie de l'aider. Alors, à qui s'adresse le don d'ovocytes? Alors, le don d'ovocytes s'adresse principalement aux femmes qui ne peuvent pas utiliser les propres ovules. Alors, comme celles ayant une faible réserve ovarienne, des antécédents médicaux particuliers ou après plusieurs échecs de traitement de fertilité. Donc, il est proposé également aussi dans les cas de ménopause précoce ou après des traitements de cancer, par exemple. Les résultats que nous obtenons dans notre clinique avec l'ovodonation sont très encourageants, avec un taux de succès du 80%. Alors,
L'ovodonation en Espagne. En Espagne, le don d'ovocytes est anonyme et altruiste. Cela signifie que la donneuse ne connaît pas l'identité de la receveur et vice-versa, ce qui permet de préserver la tranquillité d'esprit de toutes les parties. En plus de cet anonymat, la loi exige que toutes les donneuses soient en bonne santé et passent par des évaluations médicales et psychologiques strictes avant d'être approuvées par notre équipe. Alors, comment on sélectionne les donneuses? La première étape consiste en une évaluation psychologique approfondie qui est réalisée par un psychologue spécialisé. Nous devons nous assurer que la donneuse comprend bien les implications de ce geste, qu'elle est émotionnellement stable et qu'elle prend cette décision de manière très réfléchie. Ensuite, on leur fait des tests médicaux pour garantir que la donneuse est en parfaite santé. Nous vérifions qu'elle ne présente pas de maladies transmissibles ni de conditions génétiques graves. Un autre élément important est la technologie qu'on utilise, c'est le Phénomatch. Alors, c'est un outil qui est révolutionnaire pour la sélection des donneuses. On nous permet de rechercher une ressemblance physique entre la donneuse et la future maman. Alors, cela inclut des caractéristiques telles que la couleur des cheveux, des yeux, la forme du visage. Alors, ce point, il est souvent très apprécié par les patientes parce qu'elles ont comme un certificat de Phénomatch qu'on leur donne et ça les permet de maintenir une continuité visuelle entre la maman et l'enfant à naître. Voilà. Alors, nous réalisons aussi ce qu'on appelle le matching génétique. Ce matching consiste à comparer le profil génétique de la future maman avec le donneur de sperme. Donc, ce qu'on fait, c'est prendre le profil génétique de la donneuse et faire un matching avec le donneur de sperme ou bien le conjoint. Donc, c'est très recommandé par la Société de fertilité espagnole, par la CEF, qui nous indique que c'est très recommandé pour les transmissions de maladies génétiques. Le processus de donation. Alors, passons maintenant au processus. L'ovodonation est un processus en plusieurs étapes qui commence par la stimulation ovarienne chez la donneuse. C'est un traitement qui dure généralement une dizaine de jours. La donneuse reçoit des hormones qui stimulent la production de ses ovules pour qu'elle produise plusieurs au lieu d'un seul. Comme ça, comme celui qu'elle produit dans un cycle naturel. Donc, une fois que les ovules sont matures, ils sont récupérés lors d'une procédure appelée ponction ovarienne. C'est une petite intervention assez rapide qui se fait sous sédation légère et qui dure plus ou moins 15 à 20 minutes. Les ovules sont récupérés. Ensuite, ils sont fécondés au laboratoire, soit par FIV, soit par ICSI, avec le sperme du conjoint de la future maman, ou bien le sperme. Et voilà, donc après la fécondation, on obtient des embryons. Et le meilleur embryon sera ensuite transféré dans l'utérus de la future maman. Avant la préparation de la maman pour lui transférer cet embryon. Alors, ce n'est pas douloureux. Le transfert, c'est assez simple. Et voilà. Et après, cet embryon, il commence à se développer dans l'utérus de cette future maman. Qu'est-ce que c'est l'épigénétique ? Alors, nous arrivons à la partie centrale de cette présentation, l'épigénétique. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Alors, l'épigénétique est un domaine de la biologie qui étudie comment les facteurs externes
comme l'environnement, l'alimentation ou le mode de vie peuvent influencer l'expression des gènes sans en modifier la structure. Pour être plus précis, l'ADN que nous recevons de nos parents contient les informations nécessaires pour déterminer nos caractéristiques, mais l'épigénétique détermine quels gènes seront activés ou désactivés. Cela signifie, même si vous recevez un ovocyte d'une donneuse, vous pouvez influencer la manière dont les gènes de cet embryon se comportent. Les études montrent que le milieu dans lequel l'embryon se développe joue un rôle essentiel dans cette expression génétique. Je vais donner des exemples d'épigénétique. L'alimentation, le stress et l'exercice. Alors, l'épigénétique peut paraître complexe, mais elle se manifeste de manière très concrète dans la vie de tous les jours. Alors, l'alimentation pendant la grossesse, ce que vous mangez ne fournit pas seulement de l'énergie et des nutriments à votre futur bébé, mais cela influence aussi l'expression de certains gènes. Par exemple, une alimentation qui est riche en acide folique, en vitamines, peut aider à un bon développement du système nerveux de l'enfant. Le stress qu'on vit. Alors, si vous viviez des périodes de stress intenses pendant la grossesse, cela peut avoir un impact sur l'expression des gènes liés à la gestion des émotions chez votre bébé. Des études ont montré que les mamans exposées à des niveaux de stress élevés avaient des enfants avec des réponses au stress plus accentuées tard dans leur vie. C'est-à-dire au futur, cet enfant qui a été dans cet utérus, qui a vécu ce stress, dans le futur, il peut avoir des niveaux de stress très, très élevés. L'exercice physique. Alors, pratiquer une activité, faire du sport physique modéré pendant la grossesse, elle a été associée à une meilleure santé cardiovasculaire chez les enfants. L'épigénétique explique comment l'exercice influence positivement certains gènes liés à la santé cardiaque. Je vais faire un exemple d'ADN. Alors, j'ai pris cet exemple comme un livre parce que je crois que c'est assez facile à comprendre. Alors, pour rendre ce concept plus accessible, imaginons que l'ADN est comme un livre. Alors, chaque page du livre représente un gène. Mais toutes les pages ne sont pas lues de la même manière. Certaines pages seront soulignées pour être lues en priorité, tandis que d'autres resteront en arrière-plan. L'épigénétique est comme un marqueur. C'est vous, en tant que maman, qui influencez quels gènes seront soulignés et auront un impact sur la santé et le développement de votre enfant. En d'autres termes, même si l'histoire globale est définie par l'ADN de la donneuse, vous avez un rôle clé dans la mise en valeur de certains chapitres de ce livre. Alors, en conclusion, pour conclure, l'épigénétique démontre clairement que vous, en tant que mère, en tant que maman, vous jouez un rôle central dans le développement de votre enfant. Même si vous avez recours à une ovodonation, vous influencez sa santé, son développement et son bien-être futur. Vous n'êtes pas seulement une porteuse. Votre amour, votre soin et votre engagement pendant la grossesse laissent une empreinte durable. Vous allez transmettre la vie est aussi une partie de vous-même. Merci. Merci, Dounia. Merci, Stéphanie. C'est passionnant, ce sujet de l'épigénétique, et c'est vrai que c'est un sujet que moi, je reçois énormément en séance d'accompagnement parce qu'il y a beaucoup d'inconnus dans le don d'ovocytes. Et comme il y a beaucoup d'inconnus, il peut y avoir beaucoup de peur. Donc, en fait, je trouve que l'épigénétique, c'est très rassurant de se dire qu'on a un rôle central. Je vais remettre, voilà. Qu'on a un rôle central dans le développement de notre enfant, même au niveau génétique en réalité, même si, comme vous disiez, le livre c'est le même, l'histoire globalement, mais on peut impacter certains éléments, etc.
Alors, du coup, j'ai pas mal de questions et je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat, hein, s'il y a d'autres questions, parce que on va... voilà, on récupère le docteur Garcia Espagna. Oui. Questions médicales, questions sur le don d'ovocytes, questions sur l'épigénétique. Toutes vos questions sont les bienvenues et on va les poser. Alors, je vais commencer par la question qui vient d'arriver. Bonjour à tous, je suis diabétique insulinodépendant et je souhaiterais savoir si cela peut avoir une influence sur le bébé à travers l'épigénétique. No necesariamente. Pas nécessairement, pas forcément. Necesariamente no. No es que la madre puede influenciar sobre ciertas enfermedades, pero no hay nada demostrado en este sentido. Uno tendría que decir que no. D'accord, donc decir, on va ella es diabética, no, el niño, eso, a ese nivel no debe llegar la epigénétique. D'accord, l'épigénétique, donc elle n'arrive pas à ce niveau-là. C'est-à-dire, si elle est diabétique, elle ne va pas transmettre par épigénétique le diabète à son enfant, pas forcément. El gen heredado de la que es diabética, sobre todo diabética tipo 1, por ejemplo, es más fuerte que lo que la epigenética en ese sentido. Lo que ocurre es que se sabe cómo esos grupos que hemos hablado pueden influenciar, pero no todo lo que la epigenética, hasta dónde llega, hasta dónde es la influencia total. Entonces, en medicina uno no puede decir nunca que no, pero en este sentido yo diría, no, tranquila. Si usted es diabética, no le va a transmitir al niño eso. D'accord, donc je vais faire un petit résumé. Donc en principe, c'est Sandrine. Sandrine peut être tranquille parce que Dr Garcia, il dit que forcément, elle ne va pas donner cette influence sur le bébé. On sait que l'épigénétique arrive, mais elle n'aboutit pas tout. Parece que en ciertas enfermedades mentales, par exemple, une dépression ou une schizophrénie, ça peut influencer, mais pas sur le diabète. Muchas gracias. Bah, Sandrine dit muchas gracias por la respuesta. Ok, alors je continue. J'ai 44 ans et une AMH de 0,95. Je ne me sens pas prête à passer au don d'ovocytes. Est-ce que je peux envisager une FIV avec mes propres ovocytes? Quels sont les risques et quelles sont les conditions? Bien. Une bonne question. Une autre question pour moi. Oui. Es que con 44 años no podemos aconsejar una FIV. Alors, on ne peut pas conseiller une FIV à 44 ans. Porque se ve que una mujer de esa edad necesita 20 ovocitos, 20 ovulaciones para que una pueda dar un embarazo. Alors, il s'est avéré qu'une femme de cet âge, de 44 ans, elle a besoin de 20 ovocytes, plus de 20 ovocytes pour donner une grossesse. Exactement. Entonces, el porcentaje de éxito es mínimo, muy pequeño. Hay unidades que nosotros hemos puesto el límite en esa edad. Si ya tiene 45, no lo hacemos. Pero avisando a la mujer de que las posibilidades son mínimas. Il faut être toujours clair avec les femmes et leur dire la réalité. À 44 ans, c'est presque impossible. C'est-à-dire, nous, on a mis le limite à 44, 45 ans, on ne prend pas. Et il y a peut-être d'autres cliniques qui font une stimulation à 45 ans, mais pas nous. Et donc, comme les résultats sont très, très bas, donc une de 20 embryons, c'est très, très bas. Donc, on ne conseille pas une FIV à 44 ans. Et la pregunta continua. Et il y avait le reste de la question. Quels sont les risques? Les risques. Bah, les risques, c'est que ça ne marche pas. De la grossesse. Ah, oui. Même si ça marche. Non, quels sont les risques en faisant une FIV avec ovocytes? Ah bah voilà, probablement ça ne va pas marcher. C'est-à-dire, non, ese riesgo no va a funcionar. Et si ça marche, est-ce qu'il y a un risque de fausse couche accrue? Exactement. Sí, effectivement. Okay. Es un riesgo con esa edad de un 70% de... Plus du 70%. Ok, dû à la qualité de l'ovocyte qui, du coup... ok, d'accord.
Ok. Eh ben, on a une autre question qui dit « Bonjour à tous, j'ai 47 ans et je voudrais savoir si je peux encore faire une FIV. » Donc, la réponse est la même. À 47 ans, c'est-à-dire, elle peut faire une FIV, mais pas avec ses ovules. D'accord. Une fécondation in vitro avec des ovules d'une jeune fille qui a moins de 35 ans, plus de 18 ans, et qui est en bonne santé, qui est bien étudiée, et qu'elle va avoir de la chance de réussir, d'avoir une grossesse. Mais ceci dit, du coup, la question qu'on peut se poser aussi, c'est à 47 ans, avec un don d'ovocytes, est-ce que les chances de grossesse sont les mêmes qu'à 40 ans ou à 35 ans, par exemple? Sí, que sí, con 47 años tienen misma tasa de éxito que con 40 con la donación. Exactamente. Exactement. Exactement les mêmes. Lo que vale es la edad del óvulo. C'est l'âge de l'ovule. L'âge de l'ovule c'est l'âge de l'ovule qui compte. Donc, si l'ovule est jeune, donc c'est comme si la future maman, la réceptrice, elle aurait 35 ans. Au moins, l'âge de la donneuse. Oui. Voilà. Se ha visto que si el embarazo es de 1 y la mujer tiene buena salud, no es diabética, no tiene con 1, pues el riesgo no es mayor porque tenga esta edad. Voilà, donc il n'y a pas de risque, même si elle a l'âge avancé, il n'y a pas de risque pour elle si elle tombe enceinte d'un seul embryon. Si c'est une grossesse d'un seul bébé, mais si c'est une grossesse gémellaire, il y a plus de risques, c'est ça? Oui. Pas de jumelles. Sí. Okay. Une grossesse gémellaire est más arriesgada. Ok, d'accord. C'est très clair. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à relancer les questions. Mais moi, je trouve que pour l'instant, je trouve que c'est très clair. Alors, quelles sont les garanties que ma donneuse me ressemble vraiment et quelles informations avons-nous sur la donneuse? Background éducatif, environnement, travail, personnalité, etc. D'accord. Alors, la société de fertilité espagnole, la CEF, donc elle dit que nous devons donner l'âge, l'ethnie, caractéristiques physiques, c'est-à-dire taille, couleur de cheveux, couleur des yeux et couleur de peau. Forcément, on connaît nos patientes et toujours elles posent encore plus de questions, chose qui est normale. Donc, nous, comme on connaît les donneuses, elles te demandent « Mais est-ce qu'elle c'est une personne qui aime faire le sport? Parce que moi, j'adore faire le sport. » Ben, on cherche quelqu'un qui a le même style. Donc, on fait toujours le plaisir à nos patientes et on cherche aussi des donneuses. Ben, normalement, elles ont une bonne santé, c'est des jeunes filles qui font ça avec beaucoup d'amour. Mais aussi que la loi dit qu'il y a une obligation pour les laboratoires de trouver une donneuse qui ressemble. Bien sûr, on ne vous voit pas, docteur. Par loi, c'est-à-dire il faut qu'on cherche une donneuse qui a les mêmes caractéristiques physiques. Si vous êtes blonde, une blonde. Aux yeux bleus, les yeux bleus. Donc, la peau claire, pareil. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut expliquer, effectivement, c'est que ce n'est pas juste la clinique qui vous garantit qu'elle va chercher une donneuse qui vous ressemble. En fait, la loi espagnole oblige les cliniques à choisir une donneuse qui a les mêmes caractéristiques phénotypiques que la receveuse. Et en plus de ça, si j'ai bien compris, la clinique, elle utilise la technologie du phénomatch qui va un petit peu plus loin que juste la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la texture des cheveux, parce que ça va vraiment analyser les traits. C'est bien ça? Oui, oui. Pero que yo creo más en el ojo humano il croit encore plus dans l'œil humain. C'est-à-dire ce que nous, on voit, c'est plus que le phénomatch. C'est-à-dire... Oui. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, il y a quelque chose que je voudrais rajouter aussi là-dessus, c'est que finalement, la ressemblance, elle va au-delà des traits. Non, la ressemblance, elle passe aussi, et ça c'est plus l'épigénétique, et puis c'est l'environnement dans lequel l'enfant est élevé, mais la ressemblance, elle passe par un sourire, une manière de parler, un ton de voix, une démarche, et ça c'est un peu du mimétisme. Les enfants copient un peu leurs parents, et donc la ressemblance, au-delà des traits, elle est aussi dans la manière de parler, de sourire, etc. Voilà, les gestes, effectivement. Ouais. Effectivement, Stéphanie. Ok.
Et donc, du coup, la personne qui disait qu'elle avait 49 ans, elle fait effectivement une FIV avec un don d'ovocytes. Donc, c'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure, les mêmes chances de succès qu'à n'importe quel âge. À 40 ans ou qu'à 38 ans. OK. Ensuite, j'ai une question qui me dit « Bonsoir, je viens d'avoir 44 ans. Je suis à 30 semaines de grossesse suite à un double don. Est-ce qu'il existe des éléments pouvant influencer l'ADN du bébé au-delà de ceux déjà évoqués? Est-ce que, par exemple, ma santé générale influence, ou ma personnalité, ou mon mode de vie, sommeil, environnement physique, etc. » Ça, c'est l'épigénétique. Ça, c'est l'épigénétique. Un double don, forcément, elle va influencer parce que tout ce qu'elle va transmettre pendant la grossesse, qu'elle est en train déjà de transmettre, enhorabuena. En otras palabras, si ese embrión fuera gemelo y estuviera en su útero o en el útero de otra mujer, serían físicamente muy iguales, pero no iban a ser lo mismo. D'accord. En su vida. Donc, ça, c'est un bon exemple. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Hélène. Mélanie, alors. Hélène. Donc, cet embryon, si on a un autre embryon identique à celui-ci, dans son utérus et dans l'utérus d'une autre maman, seront très pareils, mais jamais les mêmes, parce qu'ils vont être influencés par un autre environnement. Donc, effectivement, forcément, ce qu'elle aime faire, les maladies qu'elle peut générer, tout ça peut être influencé. Ok. Alors du coup, moi j'ai une question, jusqu'à quel point est-ce que ça influence? Est-ce que ça peut influencer, par exemple, la texture des cheveux ou la couleur de la peau, plus ou moins, hein? Es muy difícil de decir. Tenemos la anécdota de la orejita, ¿no? Por ejemplo. C'est difficile à répondre, mais on a une anecdote ici à la clinique. On a eu une maman qui a fait un double don, mais elle avait un petit défaut sur son oreille. Alors, le bébé, il a eu exactement le même défaut. Ah oui? Quand elle a ramené son bébé pour nous le présenter, elle nous a dit, c'est incroyable parce que mon bébé, il a eu ce petit défaut. Medir hasta qué punto la epigenética cambia cosas y en qué genes todavía no se sabe. On ne peut pas savoir jusqu'à quel point l'épigénétique peut modifier les gènes. Se está estudiando en ciertas enfermedades mentales. Voilà, ils sont en train de parece que la epigenética está influyendo. Dans des maladies mentales, et ils voient comment l'épigénétique est en train d'influencer, mais pas dans tous les espaces. Non, oui, on ne peut pas le mesurer, quoi. C'est un peu difficile à montrer. Ok, d'accord. J'espère que ça ait répondu à la question, sinon n'hésitez pas à reformuler. On avait justement la question, mais du coup je ne vais pas la reposer. L'épigénétique a-t-elle un impact sur les traits physiques d'un enfant? Est-ce que ça peut aller jusqu'à la couleur des yeux, la texture des cheveux? Mon mari et moi sommes très différents physiquement et j'ai peur que mon enfant ne me ressemble pas. Alors, ça dépend si ça va être avec le sperme du mari. Oui, visiblement. Le sperme du mari, ça va ressembler au mari et elle va donner son épigénétique. Et la donneuse va donner son ADN. Donc, normalement, forcément, elle va ressembler. La genética es caprichosa y se puede parecer al padre o a la madre. Ressembler plus à la maman ou au papa ou à la donneuse aussi, forcément. Ouais, c'est vrai que ce qui est difficile avec la ressemblance, on a tous envie d'avoir un mini-moi et je comprends qu'on ait envie que notre enfant nous ressemble parce que quand on passe par un don d'ovocytes, en fait, on a besoin d'être rassuré. Mais il y a des enfants qui ne ressemblent pas à leurs parents et qui ne ressemblent pas à leurs frères et sœurs. Et effectivement, comme disait le médecin, il y a un petit peu, pas un caprice, mais en tout cas, il y a un peu de chance aussi, non, est-ce que l'enfant, il va ressembler à l'un, à l'autre ou à aucun des deux? Il y a des enfants très beaux qui naissent de parents moins beaux et des enfants moins beaux qui naissent de parents très beaux et c'est assez mystérieux, quoi. Ok, alors je continue avec les questions. Ah ok, donc il y a quelqu'un qui dit « Désolé, ce n'est pas le sujet, mais qu'est-ce que le double don ?» Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est que le double don, du coup? Voilà, donc double don d'ovocytes et don de sperme. Il y a ou bien des couples qui ne peuvent pas donner ni leur sperme ni les ovules, donc on leur offre un double don, ou bien une femme toute seule
avec un âge avancé ou avec une réserve ovarienne très basse ou avec plein de caractéristiques, où elle prend un don d'ovocytes et donc un don de sperme. Mmh. Et du coup, pour aller encore un peu plus loin, il existe aussi une troisième option qui est l'accueil d'embryons. Oui, oui. C'est-à-dire, ça, c'est des embryons que les gens ont donnés de manière altruiste à la clinique, c'est-à-dire qu'ils ont eu peut-être des enfants, des bébés, et puis le reste, ils les donnent, donc en donation. Et nous, on les propose aux patients qui veulent adopter. Sachant que pour pouvoir donner ces embryons, il faut remplir les mêmes conditions qu'une donneuse d'ovocytes et un don de sperme, c'est-à-dire moins de 35 ans. Moins de 35 ans, ils passent par un questionnaire, des maladies récessives. Sí, pero no tienen tantas pruebas como nos exigen. Voilà. Tantas cosas. Ce que dit le docteur, c'est que parfois, il n'exige pas autant que à la fille qui va donner les ovules. Ou le donneur de sperme. Parce que c'est des embryons qui ont déjà été faits. Donc peut-être ils ont fait... Es una adopción. C'est une adoption. Una adopción y puede que no se parezca tanto. Voilà, mais peut-être la ressemblance n'est pas comme quand on choisit une donneuse pour vous. Donc on l'a choisi puede que el panel genético de matching no lo tenga hecho. Peut-être les maladies récessives ils ne sont pas déjà faits parce que ce couple ne l'a pas fait avant. Ils sont informés, tout le monde est informé pour faire un panneau de maladies récessives. Por supuesto, si la familia sabemos que hay una enfermedad, no se podría donar. Sabemos que en su historia se pueden donar, pero puede que no tenga tantas pruebas como tiene la donación. Donc, c'est important de savoir que pour l'adoption des embryons, ces embryons, si on leur repasse donc un questionnaire comme s'il s'agissait des donneurs, et donc si on trouve qu'il y a des maladies dans la famille qui pouvaient être qui sont contre-indiquées, donc on n'offre pas ces embryons. Bien sûr. On va étudier comme la propre donation. Ouais. Ok. Il y a une question qui est intéressante sur l'âge, parce que la personne dit qu'elle est intéressée par votre clinique pour commencer les traitements, mais son compagnon a 53 ans. Et alors, du coup, ça pose la question de quelles sont les limites d'âge en Espagne, parce que ce n'est pas les mêmes qu'en France. Alors, la limite d'âge en Espagne, c'est pour la femme. C'est maximum 50 ans. 50, ok. Mais si le compagnon il a 53 ans, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de limite d'âge pour l'homme. Il n'y a pas de limite d'âge pour l'homme, que pour la femme, parce que c'est elle qui va tomber enceinte, donc c'est important pour la grossesse. Bien sûr, et puis c'est vrai aussi que même si la qualité du sperme baisse avec l'âge, c'est quand même beaucoup moins spectaculaire que la fertilité d'une femme, quoi. En fait, on étudie beaucoup le sperme à partir d'un âge. On leur fait beaucoup d'analyses, des fragmentations d'ADN spermatique, par exemple. Ça, c'est très recommandé. D'accord. Donc, en fait, ce n'est pas un sujet, du coup, parce que vous allez vraiment étudier et sélectionner les meilleurs spermatozoïdes. Donc, l'âge du conjoint n'est pas un sujet. Eh bien, bonne nouvelle, du coup, Carmelita, pas de problème. Carmelita. Alors, je continue parce qu'il y avait quelques autres questions. Ah oui, ça, c'était intéressant. À quel moment est-ce que l'épigénétique a le plus d'importance? Est-ce que c'est pendant la grossesse ou également pendant les premières années de l'enfant? L'épigénétique pendant la grossesse? En los primeros momentos cuando se forma, cuando se une el ADN, ahí es donde va a actuar la epigenética. Quand l'ADN se forme, c'est à ce moment-là où l'épigénétique se produit. Pero el efecto puede ser mucho más tardío. Bien sûr, l'effet peut être beaucoup plus tardif. C'est-à-dire, vamos a poner una enfermedad que se desarrolle más tarde. Voilà, c'est-à-dire une maladie. Par exemple, on donne l'épigénétique à ce moment-là, mais peut-être l'enfant va être malade plus tard. O como yo siempre digo, por ejemplo, esa mujer que ha sido muy aficionada a la música y el hijo le sale un genio de la música, lo demostrará cuando sea mayor, no en ese momento. Donc, voilà, si une femme adore la musique et elle, pendant la grossesse, elle est aficionée à écouter et entendre de la musique, ben, l'enfant, plus tard,
peut-être. Pero se ha producido Mais ça s'est produit au moment de... Pendant la grossesse. Uniquement pendant la grossesse et pas... Oui. Ok, d'accord. Bonsoir. Et l'ADN se forme à quel moment de la grossesse? El ADN no se forma, vamos a ver. El ADN es como una cremallera, parte del ADN de la mujer y del hombre. En el momento de la concepción es cuando se une como en cremallera. En el momento de la concepción. Se une el nuevo ADN. Voilà, le nouveau ADN, c'est-à-dire moitié de la maman, moitié du papa. Au moment de la conception, c'est à ce moment-là qu'ils s'unissent pour former l'ADN de cette finale de ce bébé. Donc, c'est le premier moment, le début. D'accord. Alors, du coup, j'imagine que la question, c'est pas vraiment sur l'ADN, mais sur l'expression ou non de certains gènes. À quel moment est-ce que ça se forme? Depende del gen, se puede expresar muy tardíamente. Oui, mais pendant la grossesse, mais tardivement, ¿no? Sí, sabemos que, por ejemplo, no me gusta porque hay cosas positivas y cosas negativas con la epigenética, ¿no? D'accord, il y a des choses positives et négatives. La madre puede influenciar, como se habla ahora, de algunas enfermedades mentales que pueden aparecer con 25 años. Voilà, c'est-à-dire si la maman, elle a par exemple de la schizophrénie, ce qu'on avait dit, elle peut influencer sur cet embryon et ce futur bébé à l'âge de 20 ans, développer cette schizophrénie. C'est un exemple négatif, mais c'est pour mieux expliquer. Es muy complicado porque la epigenética puede haber dado esa opción de que ese niño pueda tener una depresión o una enfermedad, pero después está su vida y factores externos que lo pueden condicionar. Es decir, no se debe sentir culpable, no decir esto lo he provocado yo. Hay unos factores ambientales que se suman también a esa influencia que ya ha dado en su epigenética. D'accord. Donc, même si la maman va donner cette épigénétique, non, va influencer sur cet enfant, elle ne doit pas se sentir coupable parce qu'après, l'enfant pourra choisir, parce que l'environnement fera que l'enfant ait ou non une dépression dans le futur ou pas, ou développer quelques influences par la maman. Ok, d'accord. La personne a reformulé un petit peu sa question en disant oui, mais l'impact de l'épigénétique pendant la grossesse, à quel moment de la grossesse est-ce que ça arrive? Tout au long de la grossesse, en fait, non? Tout au long de la grossesse. Du premier moment jusqu'à l'accouchement. Effectivement. Ok. D'accord. Bon. Hay un ejemplo que podríamos decir para entender lo que yo siempre cuento a mis pacientes, ¿no? Que es un ejemplo. La genética es la partitura musical. Por ejemplo, una partitura de Beethoven, ¿no? Nadie va a cambiar una corchea, va a cambiar la partitura de Beethoven. Pero si lo dirige Karajan, será diferente a que si lo dirige Subimetal, otro director. El que sabe de música verá la diferencia. Pero no se ha cambiado la partitura, sino la manera de interpretarla. Luego, desde el primer momento, eso está ya ahí. ¿De acuerdo? Pero es la manera de interpretarlo será diferente si lo hace una mujer, lo lleva una mujer o lo lleva otra. Alors, je vais essayer de traduire. Je soutiendrai si jamais il y a besoin, j'ai compris. Voilà, Stéphanie, si tu peux m'aider. Alors, si on parle de musique, par exemple, et on a une partitura. Une partition. Une partition de Beethoven. Donc, si le directeur X ou Y, non, fait dirige l'orchestre d'une manière ou d'une autre, en fait. L'autre va changer le rythme, même si c'est le même, c'est-à-dire l'ADN reste le même, mais la manière dans laquelle il dirige va changer. La partition, belle métaphore, nous dit. Voilà. Un peu différente. Ouais. Belle métaphore. Merci. Oui, c'est ça, belle métaphore. Et moi, j'ai aussi souvent l'habitude de dire, au final, le même embryon, si on le met dans l'utérus d'une femme A ou d'une femme B, ne va pas donner le même bébé à la naissance. Et ce même bébé ne va pas donner la même personne à l'âge adulte parce qu'après, il y a tous les facteurs d'éducation, d'environnement, et d'expérience de vie, etc. Donc, au final, d'un embryon à un adulte, il y a tout un chemin dans lequel la génétique influe finalement
assez peu. Oui, ben oui. Même si on a cette Y una influence. cosa más, esa influencia que la madre le ha dado a ese hijo se hereda también. Voilà, cette influence, elle est aussi héréditaire. L'influence qui donne la maman, La capacidad de cambiar esa expresión cette de ese capacité de gen changer cette expression de ce que esa madre gène le ha dado ahora, eso lo lleva y lo va a dar a va sus hijos. l'hériter la future génération après. Oui, donc ça va se répercuter de génération en génération et finalement la transmission générationnelle, transgénérationnelle, eh ben, elle est quand même présente malgré le fait que la génétique ne soit pas celle de la maman. Mhm. Ok, ok, ok. Super, c'est vraiment intéressant, hein, merci beaucoup. Alors attendez, je regarde juste s'il y avait d'autres questions, je ne voudrais pas en oublier. Je crois que c'est tout. N'hésitez pas, hein, on a encore un peu de temps si jamais il y a des questions. Celle-là, on l'a posée, on l'a posée, on l'a posée. Ok, non, je crois qu'il y a pas. Il y en a une qui vient d'arriver, je crois. J'ai lu quelque part que l'ADN du bébé est un peu comme une guirlande électrique et que l'ADN de la maman peut influencer comme s'il était un programme qui décide quelles ampoules s'allument à quel moment. C'est ça? C'est exactement ça. Oui, c'est un bon exemple, effectivement. Quelles ampoules vont s'allumer, d'autres elles vont s'éteindre. Effectivement, c'est la maman qui choisit quoi faire sur bébé. En fait, il faut qu'il y ait les ampoules en place, c'est-à-dire que l'ADN, il y a les ampoules qui sont en place et il y a certains gènes qui vont s'exprimer ou non en fonction de l'épigénétique. Et donc, il y a certaines ampoules qui vont s'allumer ou non, effectivement. Mais il faut que les ampoules soient présentes. Effectivement, l'ADN ne changera jamais, mais l'épigénétique va influencer sur l'ADN. Les ampoules, c'est un bon exemple. Ouais. Bah, on a deux belles métaphores. Alors, le chef d'orchestre et la guirlande. Ouais. En fonction de la période de l'année, on va utiliser l'une ou l'autre. Voilà. Là, on est prêt à guirlande. On est prêt Noël. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je laisse une dernière opportunité. J'attends un bébé de Noël. Bah, bravo, voilà. Donc, on va utiliser la métaphore de la guirlande pour Hélène. Bravo, félicitations. Félicitations, Hélène. Ok. Ok, alors, il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, si jamais il y avait... ah si, il y a une autre question, pardon. À partir de quel âge... Ah oui, excusez-moi, je l'avais zappé. À partir de quel âge est-ce qu'on doit envisager un don d'ovocytes ou un accueil d'embryon, un don d'embryon? ¿Con qué edad? De una donación de ovocitos o donación de embriones. Bien, eso es difícil de ser tajante, porque a partir de los 40, sobre todo, empieza a notarse mucho la disminución de la fertilidad. Vamos a empezar eso. Donc, on va commencer par dire que con 40, a partir de 40 empieza, bueno, es cuando más se nota. A partir de los 35. À partir des 35 ans, notre fertilité commence à diminuer. Mais à partir des 40 ans, commence la chute. Exacto, es cuando más se nota. Entonces es caso a caso. No se puede, por ejemplo, con 40 años hay un 20% de posibilidades de embarazo. D'accord. À 40 ans, par exemple, on a un 20% de grossesse. Con 41, un 12. De 20. À 41 ans, on a un 12%. Con 42, un 6%. Et à 42 ans, on a un 6% de réussite. Depende. Una mujer de 35 puede tener una reserva muy, muy baja. Voilà, mais par exemple, une femme de 35 ans, elle peut avoir une réserve très, très basse, un follicule ou deux. Y lo ha intentado de uno en uno varias veces, una mini FIV. Elle a essayé, elle a fait des mini-FIV, non? D'essayer une FIV, une autre FIV. Et finalement, elle a épuisé. Donc, et on a recommandé un don d'ovocytes ou un don d'embryon. Es fácil recomendar una ovodonación de 43 para arriba. Voilà, c'est plus facile à partir de 43 ans de dire une ovodonation. Antes hay que informar, ver la historia previa. Il faut savoir l'historique de chaque personne. C'est très personnalisé. El número de folículos, la réserve ovárica. Le nombre de follicules, la réserve ovarienne. Tout ça, c'est important. D'accord.
Alors, j'ai une question qui m'est arrivée par WhatsApp en parallèle, alors je vous la pose ici. Étant actuellement en période de douleur de diagnostic incertain, endométriose plus point d'interrogation, autant si je décide de recourir à une FIV, j'ai l'impression de devoir me dépêcher, car j'ai bientôt 41 ans. Autant si je recours à un don d'ovocytes, il est préférable d'attendre et d'être au mieux physiquement, au contraire, et d'arrêter de vouloir le faire rapidement. C'est une question, hein, ce n'est pas une affirmation. Est-ce que si elle doit recourir à un don d'ovocytes, est-ce qu'il vaut mieux attendre? Voilà, tiene 41 años y tiene endometriosis. C'est oui, ça? en fait, elle est en plein diagnostic, donc endométriose plus point d'interrogation peut-être. Pero ahí lo que nos importaría más que la endometriosis es esa endometriosis hecho que tenga pocos folículos, una baja reserva. Si la endometriosis, si tiene una reserva conservada, buena, y no la ha intentado nunca. D'accord. Et si elle n'a jamais essayé de faire une FIV à 41 ans, même si elle a une endométriose, si la réserve est bonne, elle peut continuer. Mais en revanche, elle doit se dépêcher. Mais en revanche, elle doit se dépêcher. Parce qu'elle a 41 ans. Mais si elle va faire un don d'ovocytes, elle a tout le temps. Même si Et dans ces cas-là, il est préférable d'attendre d'avoir un diagnostic complet? Ben oui. Il faudrait avoir un diagnostic complet. Elle peut essayer avec ses ovules et sinon, elle aura toujours le don. C'est toujours à notre portée. Ok. ¿Qué más? J'espère que ça a répondu. Je pense que oui. Sinon, en caso muy particular, si ella no ha hecho ninguna FIV antes, tiene 41. Sí. Normalmente, la mujer va a intentar probarse a poco que tenga algunos folículos. Y si ve que ya no es posible, cambia y piensa en la ovulación. Es muy humano, muy normal. Pues intentarlo. Voilà, c'est très humain et très normal que la femme essaye d'abord avec ses propres ovocytes, ovules, et puis après, donc passer à un don. Si hay alguna posibilidad si de on suele intentarlo. Du coup, je rebondis juste sur l'endométriose. L'endométriose, si j'ai bien compris, mais corrigez-moi si je me trompe, l'endométriose a surtout un impact sur la qualité des ovocytes plus que sur l'implantation de l'embryon ou sur les deux? Se ha hablado mucho sobre la calidad de los ovocitos y la endometriosis y no se ha llegado a ninguna conclusión. Donc, ils ont beaucoup parlé de la qualité ovocitaire et l'endométriose, mais il n'y a pas de conclusion. El principal problema de la endometriosis en el ovario es que quita tejido sano y deja menos folículos disponibles. D'accord, donc l'endométriose reduce la réserve ovarienne. Ça réduit cette réserve ovarienne parce que l'enlève du tissu sain et el tejido sano y lo reemplaza por el quiste. Voilà, et ça le remplace par le kyste d'endométriose. Y después está la endometriosis en el útero, llamada adenomiosis. Et puis après, il y a l'adénomiose, qui est l'endométriose à l'intérieur. Que sabemos que puede afectar la implantación. Qui affecte l'implantation. Y va a depender de la gravedad de la extensión de esa adenomiosis. Ouais. Ok, donc l'adénomiose, pour le coup, a un impact sur l'implantation et l'endométriose plus sur la réserve ovarienne. Oui, effectivement, Stéphanie. J'essaie de lire pour la réserve. La personne me dit réserve, ok, mais 2 FIV, 15 embryons, tous sont fragmentés précocement et donc on m'a parlé de mauvaise qualité d'ovocytes. Répétez, s'il vous plaît. Je relis, c'est dans le WhatsApp. C'est dans mon WhatsApp, c'est pour ça. La réserve ovarienne est OK, mais la personne a fait 2 FIV, elle a eu 15 embryons et tous sont fragmentés précocement. Et donc, on lui a parlé de mauvaise qualité d'ovocytes. Sí, pues nada. Reserva ovárica buena. ¿De quel âge? 41 ans, c'est la même personne. 41 años y 15 embryons, 15 embryons. 15 embryons et tous sont fragmentés précocement. Fragmentados precozmente. Un cas compliqué. Con tantos, habría que saber, primero, nosotros estudiaríamos al marido también. Alors, il faut étudier d'abord le partenaire, le conjoint, lui faire un fiche spermatozoïde. Cromosomas de los espermatozoides. C'est qui est comme un cariotype de la fragmentation. La fragmentation d'ADN spermatique. Sencilla y doble. De double chaîne. On a la simple et double chaîne. Y el cariotipo. Et un cariotype sanguin. Una vez
que sabemos que el marido todo lo tiene normal, Une fois qu'on a lu la carte du mari et que tout est en règle, si ha tenido solamente una FIF y con esa reserva tan buena, yo diría, vamos a intentarlo nuevamente. Si vuelve a estar todo muy fragmentado, los embriones de mala calidad, pues en ese caso hay un problema ovocitario. voilà. Donc, il faudrait essayer. Si ça ne marche pas, ben, peut-être c'est un problème ovocitaire. Mais d'abord, il faut étudier le conjoint. Probablemente La personne, en fait, a fait un don de sperme et elle a fait des tests génétiques assez complets. Donación de esperma. Ah, Es con donación de esperma. y Y 15 embriones. No, 15 embriones. 15 embriones, sí. Y todos no llegan a blastocisto. No llegan a blastocisto. Ninguno. En ese caso parece que hay una... Ça mise plus sur Pero, un problème ovocitaire. Insisto, muchas veces solamente con una FIF es difícil Parfois, c'est llegar... difficile avec une seule FIF d'avoir un compte rendu avec une seule FIF. Y Elle a fait 2 filles. Dos fecundaciones in vitro. con el mismo resultado. Avec le même résultat. En ese caso... Il faudrait changer peut-être les ovules. Donc, passer par un don. Passer par un don, oui. Et du coup, en prenant le temps de bien faire le diagnostic endométriose, etc., pour être sûr d'avoir un protocole. C'est la même de l'endométriose. La même, oui. Oui, effectivement. Elle peut prendre 100 ans. D'accord, ok. Alors, j'ai 2 autres questions. Est-ce que vous avez des références de livres ou articles pour adultes et ou enfants sur l'épigénétique? Libros y artículos para adultos o niños sobre la epigenética. Certainement, il y en a, mais je n'ai pas de référence. D'accord. No, seguramente existen. Il faudrait... Pero, por ejemplo, cuando nosotros hemos hablado con los especialistas de genética de nuestra unidad, es decir, que es una cosa dentro del campo de la genética muy limitada, muy especializada. C'est très limité et spécialisé. C'est quand ils ont parlé, les spécialistes sur l'épigénétique. Yo no conozco ningún libro de divulgación general. Le docteur ne connaît pas un livre généralisé sur l'épigénétique. Ok. Ok. Ensuite, donc Carmelita qui dit « Je suis une femme corporelle et je pèse 120 kilos. Je voudrais savoir si je peux faire une FIV. » Quelle taille elle a, Carmelita? On va attendre la réponse. Muy alta para... Oui. Elle doit perdre des kilos. Porque el índice, los kilos, el índice de masa corporal hay una relación directa. 1,70, sí. Alta, pero está por encima de 35. Mais elle a un IMC, comment on dit? IMC plus élevé que 35. Donc yo no lo puedo calcular así, pero mais c'est certain qu'elle doit perdre des kilos. Debería estar por debajo de 30. Moins de 30, normalement. Un IMC hay moins una de 30 curva y se ve cómo al perder el peso, el índice de masa corporal va mejorando el índice de embarazo. Parce que ça améliore, c'est-à-dire plus elle perdra des kilos, plus elle aura plus de chances pour tomber enceinte. C'est important pour elle, pour sa santé. Si está muy delgada, tampoco es bueno. Oui, même si elle est très fine, c'est-à-dire c'est pas aussi, c'est pas bien. Elle doit être dans la limite normale. Ouais, ni en dessous ni au-dessus. Donc l'objectif, c'est d'être en dessous de 35 d'IMC, c'est ça? De 30. De 30, ok. De 30. Aquí Maximum 30. La Seguridad Social no le va a realizar ninguna técnica si no está por debajo, si no pierde peso. Par exemple, ici, la sécurité sociale, ici en Espagne, les techniques qui se font à la sécurité sociale, si elle a plus de 30 de IMC, ils ne la prennent pas. Ok, d'accord. Eh ben ça n'arrête pas, alors je continue. Hein. Est-ce que le taux de 80% de réussite, c'est à la première FIV, en don d'ovocytes? Vale, el 80% si es a la primera. Es acumulativa. C'est accumulatif. Una donación, antes que se acabe el último embrión donado, en un 80%, son las estadísticas del año 22, que son las voilà, auditadas. Les statistiques qu'on a, c'est celles du domaine 2023, pero de l'année el año dernière. pasado también, pero las auditadas, las que estamos dando, son del año 22. Celles de l'année 2022. Et donc, avant de finir
le transfert de ses embryons de sa donation, elle a un 80% de réussite, c'est-à-dire c'est accumulatif. Una sola da un 56%. Un seul transfert, 56% de réussite. 56. Oui. Ok. Et donc 80, c'est au bout de 2 ou 3 ou 4 transferts. Oui. Normalement 2 ou 3. Hablamos de número de ovocitos hoy día. De transferencias embrionarias, ¿no? No, pero estamos hablando de lo que se le da a la... No, hablamos de la tasa de embarazo, del 80%. Es acumulativa. Acumulativa. Hemos cogido sí, toda dice que si la primera o la segunda transferencia o la tercera. Antes de acabar con el último embrión, se han quedado el 80%. Voilà. Avant de finir avec a le veces dernier con la primera, a embryon veces con el transféré, segundo, a veces con el tercero. Les femmes enceintes ont été à 80%. Donc, c'est un taux cumulatif sur une FIV qui donnerait 2 ou 3 ou 4 embryons. Enfin, on ne sait pas, ça dépend des... Ok. Ok. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Surtout, si j'ai oublié une de vos questions, comme tout à l'heure, n'hésitez pas à me taper sur les doigts. Mais je ne crois pas. Est-ce que vous savez... Ah, ok. Il y a quelqu'un qui a répondu en disant que son ordinateur s'était éteint quelques minutes et qu'il n'a vu la réponse à la question sur les livres. Et en fait, la réponse, c'était qu'il n'y avait pas de livre de divulgation générale sur l'épigénétique. Oui, peut-être existe, mais nous... Il y a des livres scientifiques, enfin des études scientifiques, mais pas de livres. A lo mejor Internet puede encontrar. Merci. Ok. Eh bien, écoutez, je crois qu'il n'y en a plus. Je vous laisse 30 secondes. Ah, si. Est-ce que le poids de la mère qui reçoit le don est important pour la FIV avec don d'ovocytes? Effectivement. C'est important, même si la jeune fille qu'on va choisir pour donner les ovules, elle est parfaite, mince, la maman doit ne pas avoir un surpoids parce que ça joue sur l'épigénétique. Et ça joue sur l'implantation? Et sur l'implantation aussi. Hay mayor número de abortos, por ejemplo. Il y a il y a plus de quantité d'avortements. Avec fausse couche. Fausse couche. Oui. Ok, il y a plus de risque de fausse couche avec un surpoids, même quand on passe par un don d'ovocytes. Ok. Oui. Il y a des taux d'implantation moindres aussi. Effectivement. Ok. Hay una mala calidad de ovocitos, si lo da ella, pero además de la implantación, pero afecta la implantación y el desarrollo. Después, oui, le poids influe autant sur la qualité des ovocytes que sur l'implantation et sur l'évolution de la grossesse par la suite. Donc, oui. Ok, je regarde juste si j'ai d'autres questions sur WhatsApp, du coup. Je ne crois pas. C'est bon. Eh bien, je crois que je vais vous libérer. Merci infiniment pour votre temps, pour toutes ces réponses. C'était passionnant. Oui, ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, c'est si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer sur notre profil Instagram et on répondra et on les posera à l'équipe médicale et on vous répondra. Donc, si jamais il y a des questions qui surviennent à la suite du webinaire, n'hésitez pas à nous les envoyer. Très bien. Un grand merci à tous les deux. Merci à toi, Stéphanie. À tous les participants et surtout bonne chance à tous les participants et à très bientôt pour un autre webinaire. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Ciao. Au revoir.